Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Dialogue toujours dans l'impasse à Djibouti. Zakaria Abdilali Elmi, président de la Ligue des droits de l'homme, évoque une situation politique figée. Le projet de révision constitutionnelle au centre des débats en République démocratique du Congo. Les opposants rejettent le texte adopté ce lundi par le gouvernement et dénoncent des manœuvres politiques. Et puis vers une assurance maladie pour tous en Mauritanie. Avec une population de près de 4 millions d'habitants, l'objectif est d'arriver à au moins 30% d'assurés d'ici 2016. Djibouti connaît depuis plusieurs mois la crise post-électorale la plus importante de son histoire. L'opposition accuse le régime en place de ne pas vouloir céder sa place après plus de 15 ans au pouvoir. De son côté, le gouvernement met en doute les intentions des opposants. Thierry Noiran. Depuis les élections de février 2013, la situation politique est figée. Le dialogue entre l'opposition et le gouvernement est quasi inexistant, bloquant toute possibilité d'issue. En effet, le président actuel Ismaïla Omar Guelleh refuse de quitter le pouvoir avant l'élection de 2016, élection durant laquelle il ne devrait pas être candidat. Mais là encore, sur cette question, les interrogations restent nombreuses. Djibouti est dirigé par une même famille depuis l'accession de Djibouti à l'indépendance en 1977. Donc il y a une volonté de refuser tout pluralisme et toute alternative politique à Djibouti. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout dialogue est bloqué. Mais en tout cas, en tout état de cause, l'opposition djiboutienne est prête aujourd'hui pour sauver les pays de dialoguer avec les régimes. De son côté, le président Ismaïla Omar Guelleh remet en question les fondements même de cette opposition et de sa capacité à représenter une réelle alternative au pouvoir en place. Qui puis-je? J'ai affaire à des gens qui veulent tout le pouvoir tout de suite ou rien. En réalité, je ne crois pas que cette opposition ait intérêt au dialogue. Et je crois qu'elle va finir par se disloquer. Parmi les 10 députés, 2 ont déjà rejoint les bancs de l'Assemblée. Pour l'heure, cette crise est illustrée par des manifestations de membres de l'opposition, sans que quelque forme de répression ne soit mentionnée. Elle n'en reste pas moins alarmante. Djibouti, pourtant réputé pour être un pays stable, pourrait bien suivre le schéma chaotique du Kenya et de la Côte d'Ivoire en 2007 et 2010. Le gouvernement guinéen n'a pas tardé à réagir suite à l'annonce de l'opposition de se retirer de l'Assemblée nationale. Pour le ministre de la Communication, Alhoussène Makanera, cette démarche est un constat d'échec face à la montée de l'aura du président Alpha Condé. Il craint par ailleurs une éventuelle reprise des manifestations en Guinée. La cinquantaine de députés de l'opposition a donc quitté l'hémicycle ce lundi, une situation prévisible selon certains spécialistes qui évoquent désormais un rapport de force entre les opposants et la majorité, un gouvernement qui souligne la nécessité de préserver les intérêts des Guinéens. Un reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les députés de l'opposition guinéenne décident de bouder l'hémicycle. La raison? L'absence de consensus avec le pouvoir sur les accords politiques du 3 juillet 2013. Ces derniers prévoyaient par exemple l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de l'année 2014. Les 54 députés de l'opposition suspendent donc leurs activités à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi. L'opposition a demandé en vain la mise en place d'un cadre de dialogue politique pour examiner les modalités de mise en œuvre de ces accords du 3 juillet. Le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à notre demande insistante, persistante et permanente. Et face à cette impasse, nous n'avons aucune autre solution que de passer à une vitesse supérieure. Les leaders de l'opposition annoncent l'organisation prochainement de manifestations de rue pour essayer de se faire entendre par le pouvoir. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, elle a sollicité récemment la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. La requête a été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement guinéen. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se cristallise. Le retrait de l'opposition de l'Assemblée nationale était une situation plus ou moins prévisible. Parce qu'il faut se rappeler que c'est à contre-cœur que l'opposition avait accepté d'abord de signer les accords du 3 juillet, ensuite de participer aux élections législatives et après d'en accepter les résultats. Le gouvernement dit analyser cette décision alors que les leaders de l'opposition n'entendent pas revenir à l'hémicycle avant la prise en compte de leurs revendications. Une vingtaine de jeunes femmes enlevées dans le nord-est du Nigeria. L'attaque attribuée au groupe islamiste Boko Haram a eu lieu samedi 7 juin dans l'état de Borno. Notre éditorialiste Djemal Mohamed Taleb évoque la lutte acharnée des militaires contre Boko Haram.
La situation au Nigeria est quand même assez extraordinaire. On aurait pensé que l'événement qui a touché les 200 filles la dernière fois aurait absolument servi de leçon, que les choses auraient été complètement gérées autrement et la situation complètement renforcée. Voilà qu'on apprend à nouveau que de nouvelles petites filles innocentes ont été enlevées à nouveau. C'est terrible parce que les Nigérians, au-delà de ce qu'on pense, est quand même un grand pays avec une grande armée. Et voilà que ce grand pays, cette grande armée n'est quand même pas capable de faire une sécurité élémentaire et absolument nécessaire. Cela démontre que les armées, même grandes, même puissantes, font une guerre absolument asymétrique contre un ennemi qui, tout compte fait, est diffus et complètement à l'intérieur. Discussion autour du projet de révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pour Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, l'intervention de la communauté internationale est nécessaire. De son côté, le gouvernement refuse toute ingérence. Florencia Samporé. Quel sera l'impact du projet portant révision de la Constitution sur les élections à venir en République démocratique du Congo? Le gouvernement a annoncé ce lundi l'adoption d'un projet de révision de la Constitution, une décision d'ores et déjà rejetée par l'opposition congolaise si elle devait permettre au président actuel Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Si on change le mode de scrutin, donc on change l'article 187 de la Constitution, on revient à la révision constitutionnelle. La solution est simple, on doit se mettre autour d'une table avec la communauté internationale, toutes les composantes de la vie politique congolaise pour trouver une feuille de route consensuelle. Si le gouvernement justifie le choix de réviser la Constitution, qui est celle de corriger les faiblesses liées au système électoral actuel, elle dénonce en revanche toute ingérence extérieure dans le débat politique du pays. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à élaborer et mettre en œuvre le calendrier électoral. Pas nos partenaires. Vous avez beau venir avec vos milliards, ce n'est pas ça qui change notre loi. C'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui a charge d'élaborer le calendrier. Alors, ne venez pas modifier nos textes. Pour les spécialistes, la mise en place d'une nouvelle constitution pourrait entraîner des tensions dans la vie politique. Les autorités de Kinshasa n'entendent pas que les États-Unis se mêlent de la situation politique en République démocratique du Congo, dans la mesure où la République démocratique du Congo n'est pas sous tutelle américaine. On va là, assez paradoxalement, mais normalement, vers des difficultés concernant le respect du calendrier et concernant la modification éventuelle ou non de la Constitution. La décision finale sur l'acceptation ou non de la révision de la Constitution par l'ensemble des acteurs politiques congolais devrait être connue dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, décès du cardinal Bernard Agré, l'ancien archevêque d'Abidjan, s'est éteint ce lundi à Paris, en France. Âgé de 88 ans, il était hospitalisé depuis près de 2 mois. Les Ivoiriens évoquent une grande perte pour l'Église catholique. Léon Francis Léby, son biographe, souligne les missions accomplies par ce dernier. Écoutons-le. La disparition du cardinal Agré est ressentie en Côte d'Ivoire comme une grande perte. Vu les responsabilités qu'il a occupées, évêque 2 fois, à Mans et à Yamoussoukro et archevêque à Abidjan puis cardinal, effectivement, il a beaucoup travaillé à la réconciliation d'une manière générale, et plus particulièrement depuis quelques années, moins d'une dizaine d'années, où les Ivoiriens ont été secoués par les crises militaro-politiques et où on essaye de se réconcilier. Donc, à sa manière, il a dit ce qui devrait aider à la réconciliation des cœurs, à l'apaisement des cœurs. L'assurance maladie universelle pour tous les citoyens, telle est l'ambition des autorités de la Mauritanie pour les 4 années prochaines. Chargée de cette mission, la Caisse nationale d'assurance maladie compte aujourd'hui pas moins de 300 000 assurés. Florencia Samporé. Avec une population de 3,8 millions d'habitants, la Mauritanie souhaite faire de l'accès aux soins de santé une priorité. Pour ce faire, le gouvernement mauritanien a mis en place en 2007 la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Objectif annoncé, permettre aux citoyens de bénéficier des meilleures prestations sanitaires. Le gouvernement a fait le choix dès le départ d'adopter une approche graduelle. C'est-à-dire qu'il va commencer par inviter les secteurs les mieux structurés à adhérer à la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est d'ailleurs pourquoi les premiers bénéficiaires ont été les fonctionnaires. Mais nombreux sont les citoyens des villes et villages du pays qui attendent de bénéficier de ces services. À ce jour, seuls 300 000 citoyens sont pris en charge par l'assurance maladie et les premiers concernés sont les cadres travaillant dans le secteur public. Ici, les malades sont pris en charge pour les consultations, les examens de laboratoire, les examens radio, les imageries médicales à 90%.
Moi, j'ai fait une coronalographie à l'hôpital Cheikh Zayed à 90%. Je n'ai payé que 10%. Ça, c'est rien du tout. La couverture du risque maladie par la CNAM est assurée à 55% par l'État, 26% par les ménages, 17% par les employeurs et 1% chacun par la Caisse nationale de sécurité sociale et les assurances privées. La stratégie graduelle choisie par le gouvernement consiste à accorder une plus grande attention à ces pensionnaires, mais particulièrement aux agents de l'État. En matière de protection sociale, l'État poursuivra la prise en charge gratuite de tous les malades démunis au niveau des hôpitaux nationaux, la gratuité de la prise en charge sanitaire des malades nécessitant des soins à l'étranger et l'allocation d'aide sociale aux familles pauvres. Améliorer la prise en charge des assurés et élargir la couverture maladie pour tous sont les perspectives de la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais depuis 2007, date de la mise en place du projet d'instauration d'une caisse d'assurance maladie en République islamique de Mauritanie, les autorités réfléchissent à une extension du programme. Objectif affirmé, arriver à au moins 30% d'assurés d'ici 2016. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.